Bonjour et bienvenue dans Terre d'Asphalte. Au sommaire de ce 13e numéro, nous découvrirons la nouvelle Peugeot 308 sur les jolies routes alsaciennes avec son moteur THP de 155 chevaux, la nouvelle Yamaha MT-09 animée par un tout nouveau 3 cylindres dans la région de Split en Croatie, puis nous reviendrons en France sur le Mont Ventoux pour prendre en main un 3 roues accessible avec le permis auto, le Can-Am Spyder ST. Allez en route! C'est sur les exigeantes routes des cols alsaciens que Peugeot a choisi de nous faire essayer sa nouvelle 308, une berline véritablement revue de fond en comble. Sur le segment le plus représenté sur les routes européennes, Peugeot joue plus que jamais la carte de la qualité pour sa nouvelle 308. Des lignes racées, un équipement très riche et un intérieur qui fleure bon le premium viennent compléter un plaisir de conduite qui n'a pas usurpé son appellation. Une autre nouveauté, et non des moindres, est à chercher dans la symbolique, avec pour la première fois une auto qui ne change pas de numéro chez la marque au Lyon. La 308 est remplacée par la nouvelle 308, un véritable changement. Alors on a effectivement décidé de stabiliser notre système d'appellation avec l'arrivée de la nouvelle 308. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'on a voulu donner plus de stabilité et de lecture facile pour les clients à nos modèles. Donc on a décidé de façon mondiale, internationale, de stabiliser notre système d'épilation au numéro 8, de façon à ce que les clients aient une lecture beaucoup plus immédiate et une identification beaucoup plus immédiate de nos différents modèles. Le style de la nouvelle 308 est totalement changé. Plus basse, plus courte et plus légère de presque 140 kg, sa ligne générale lui confère une certaine sportivité renforcée à l'avant par les optiques full LED sur notre finition. Avec les feux diurnes en guise de paupières de phare, la signature lumineuse de la 308 est facilement reconnaissable de face. À la base du bouclier, le chrome est également présent aux abords des clignotants à LED, eux aussi, et des anti-brouillards. Le capot nervuré avec ses arêtes marquées et la calandre entourée de chrome marque la rupture avec la précédente génération de la 308. Nos jolies jantes de 18 pouces remplissent parfaitement les passages de roue. De profil, la silhouette semble plus compacte que jamais pour cette auto de 4,25 m. La surface de vitrage reste tout de même importante et est entièrement entourée de chrome comme on s'y attend sur des autos premium. L'arrière n'est pas oublié, avec un travail remarqué là aussi pour mettre en exergue les larges voies de la 308. C'est sans doute cette ligne trapue qui se remarque le plus au premier coup d'œil. On note l'idée des feux de la 208 qui est reprise, avec cette forme de crosse sur les côtés, et à l'arrière, les 3 griffes pour une signature lumineuse reconnaissable entre toutes. Ces feux à LED sont de série sur toutes les finitions. Alors sur la 308, eh bien, on a décidé d'engager un style qu'on a voulu avant tout très pur et très qualitatif. Donc vous voyez que les lignes de la voiture sont pures, il n'y a pas de gros... Il n'y a pas de détails scabreux, si je puis dire, sur la carrosserie de la voiture. On a voulu quelque chose de très pur, de très qualitatif et en même temps qui nous projette dans un monde, on va dire, premium, qui est vraiment l'objectif de cette voiture. Alors l'autre point, c'est qu'on a voulu également que le style de cette voiture soit le plus technologique possible. Alors il y a un détail qui, à mon avis, parle très bien et parle tout seul sur ce point, ce sont les projecteurs avec l'inauguration sur ce modèle de projecteurs full LED qui est une première mondiale et en série, qui est une première mondiale dans ce segment. Si l'extérieur étonne, l'intérieur impressionne non pas par la place disponible à l'arrière et à l'avant pour s'y sentir bien, mais par le poste de conduite et la console centrale. On retrouve, comme sur la 208, le petit volant et le tableau de bord en position tête haute. Là encore, selon votre morphologie, la lecture des informations sur l'écran au centre du tableau de bord ne sera pas forcément évidente. Pour l'originalité, on remarque l'aiguille du compte-tours qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le plus beau est à venir avec une console centrale très épurée. Un grand écran tactile de 9,7 pouces donne accès à toutes les fonctions. Le réglage de la climatisation, la cartographie pour la navigation, les réglages des aides à la conduite
et les applications connectées. L'utilisation est simple et rapide, on regrette seulement le temps d'accès aux applications, dont celle du célèbre Coyote intégré à notre 308. Aucun bouton ne vient parasiter cet espace, tout est accessible avec ce bel écran. En dessous, le lecteur CD est accompagné d'un unique bouton pour le son qui rappelle ceux vus en hi-fi. Quelques fonctions indispensables et connectiques se placent devant le joli levier de vitesse. Pour le confort, notre 308 était équipé d'un toit panoramique avec un rideau pour se protéger du soleil les jours de forte chaleur. Alors on a vraiment une volonté d'avoir des intérieurs, des planches de bord qui soient à la fois en rupture par rapport à ce que font les concurrents et qui soient à la fois tout en continuité et vraiment dans l'esprit de Peugeot. Alors ce qu'on a fait effectivement dans cet intérieur, ce poste de conduite qu'on appelle iCockpit, pour vraiment désigner que c'est une volonté et en même temps c'est une ligne qu'on a inaugurée avec 208, avec 2008 et qu'on prolonge sur 308 en allant encore plus loin. Ce qu'on a vraiment voulu faire avec cet intérieur, c'est un intérieur qui soit à la fois orienté vers le conducteur, très technologique, très ergonomique, très simple, très fluide et très esthétique. Une pression sur le bouton Start-Stop et nous voilà en route avec la nouvelle 308 et son moteur 1.6 THP de 155 chevaux. On retrouve toute la souplesse et la discrétion de cette motorisation essence à une allure modérée. Les montées en régime sont assez vives et la boîte de vitesse agréable pour une conduite quotidienne. Construite sur la nouvelle plateforme EMP2 qui permet de rapprocher les roues des coins de l'auto, la tenue de route est d'un haut niveau même si le train arrière n'est qu'une traverse déformable. Le guidage est précis et la remontée d'informations au volant très pertinente pour une conduite plus engagée. La nouvelle 308 ne souvire pas le moins du monde et les appuis sont francs. L'auto se place comme on le souhaite, aidé en cela par le petit volant qui favorise les mouvements rapides. L'autre point remarquable est l'amortissement. Malgré notre monte en 18 pouces, même si cela est ferme, ce n'est pas sec pour autant et le roulis est très limité dans les virages négociés à bonne allure. La nouvelle 308 n'augure que des bonnes choses pour sa future version sportive. Amortissement, freinage et tenue de route, le tout forme un triptyque parfaitement homogène qui donne le sourire à la conduite et confirme toutes les promesses faites par cette 308 lorsqu'on regardait sa silhouette musclée et dynamique. En dehors du tableau de bord pas forcément très visible selon votre morphologie, à la conduite, la nouvelle 308 marque une véritable rupture avec la précédente génération. Peugeot avait lancé sa montée en qualité avec la nouvelle 208 qui remplaçait avec style la vieillissante 207. La marque au lion persiste avec une nouvelle 308 qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne. La deuxième génération de la 308 propose des lignes racées, un intérieur aussi sobre qu'élégant et une dynamique de conduite de haut niveau pour celui qui aime conduire ou plus simplement pour la sécurité au quotidien. Le plus intéressant dans tout ceci est que finalement, si la qualité perçue fait un impressionnant bond en avant, le tarif reste tout à fait compétitif pour une gamme qui débute à 17 800 € pour aller jusqu'à 28 350 € hors option. Notre nouvelle 308 1.6 THP de 155 chevaux en finition féline est à 27 500 €. On peut par exemple hésiter avec la Ford Focus 1.6 EcoBoost de 150 chevaux titanium à partir de 24 450 €, la Volkswagen Golf 1.4 TSI de 140 chevaux Cara à partir de 27 130 €, ou encore la Renault Mégane 1.2 Energy TCE de 130 chevaux Bose à partir de 25 670 €. De notre côté, on aime bien le style intérieur très épuré et pratique, les qualités dynamiques de haut rang, la montée en qualité très réussie, et on aime un peu moins la lenteur d'accès aux apps connectées, la visibilité réduite par la lunette arrière et la sonorité du rappel du clignotant. On termine avec la fiche technique de la Peugeot 308 1.6 THP de 155 chevaux, disponible à partir de 27 500 €. Sa puissance est de 155 chevaux à 6000 tours par minute, son couple de 240 Nm à 1400 tours par minute, ses émissions de CO2 sont de 129 g par km, sa masse de 1165 kg avec les pleins, sa consommation mixte de 5,5 litres au 100 km, son volume de coffre va de 470 à 1309 litres, le 0 à 100 en 8 secondes et le 80 à 120 en 10,3 secondes en cinquième, l'avant-dernier rapport.
On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de Terre d'asphalte avec de nouveaux essais. A tout de suite. La petite pause est finie, Terre d'asphalte reprend la route pour la seconde partie. On commence tout de suite par un essai. Une toute nouvelle moto pour un tout nouveau moteur, l'exercice est rare chez les constructeurs. Yamaha lance sa MT-09, l'excellente surprise de la rentrée. Depuis 1980 et la XS 850, il n'y avait plus de 3 cylindres 4 temps dans la gamme Yamaha. Cette lacune est réparée avec cette nouveauté qu'est la MT-09. MT parce que comme la MT-01 en 2005 et la MT-03 en 2006, elle est très décalée et passionnelle dans la gamme, et 09 en référence à sa cylindrée de presque 900 cm3, 847 exactement. Commençons par le tour de la MT-09 car la réduire à son seul moteur serait une erreur. Son style est très différent du reste de la gamme Yamaha. Le phare unique et proéminent comprend deux feux de position en forme de parenthèse. Juste au-dessus, le contacteur à gauche et le tableau de bord à droite, décalés par rapport au centre du guidon, laissent de la place pour par exemple fixer un GPS. Le tableau de bord est entièrement numérique, il permet d'afficher l'heure, la consommation moyenne, la température ambiante, ainsi que le mode de conduite sélectionné, standard, A ou B. Le commodo droit a un petit bouton mode pour le changer même en roulant. Le centre du guidon est parfaitement dégagé, un peu comme sur un supermotard. D'ailleurs, les mains sont assez hautes. Le réservoir de seulement 14 litres a une forme idéale pour placer ses genoux pour à la fois parfaitement tenir la machine et profiter de son étroitesse. On note pour le style la bande sur toute la longueur. Dans la continuité, la selle étroite et peu épaisse pour bien poser les pieds au sol s'est révélée confortable sur les 300 km parcourus. On note l'astucieux cache pour protéger sa serrure, malheureusement il n'y a que très peu de place en dessous de cette selle. Tout au bout, la forme du feu n'est pas sans rappeler celui de la MT-01. Plus bas, on remarque le joli bras oscillant en alu avec l'amortisseur central réglable en précharge et en détente. Vient la pièce maîtresse, le fameux 3 cylindres. Légèrement proéminent sur sa gauche, il permet toutefois à la MT-09 d'avoir une belle finesse. Le collecteur 3 en 1 en zigzag complète la ligne dynamique de cette machine. Enfin, on s'attarde un instant à l'avant sur l'étrier de frein à montage radial au bout de la fourche inversée de 41 mm. L'ensemble est lié par un joli cadre en aluminium mis en exergue. Indéniablement, la MT-09 est une machine à la finition soignée et à la conception rigoureuse qu'on prend plaisir à détailler. En selle, avec les mains assez hautes et les pieds un peu bas, la position semble très confortable et cela se confirmera au cours de l'essai avec une assise naturelle, pas trop en appui sur les poignets. Facile à faible allure, la MT-09 se laisse aisément emmener pour une balade paisible sur ces routes de montagne croates qui ont la particularité en cette saison, au sud de Split, d'être très poussiéreuses et donc glissantes. La MT-09 se laisse mener avec facilité sur un filet de gaz tant qu'on reste sur le mode B, et ce jusqu'à 6000 tours par minute. Sa maniabilité est une réussite, tout comme sa facilité de prise en main qui devrait plaire au plus grand nombre, débutants comme confirmés. Le filet de gaz est par contre très compliqué à trouver en mode standard et impossible en mode A. En effet, la Yamaha propose 3 modes très différents. Ce qui change, c'est la réponse à la rotation de la poignée. En mode A, le plus sportif, elle est immédiate quel que soit le régime moteur ou presque. Attention aux dérobades de l'arrière lorsqu'on ouvre en grand, car le 3 pattes n'est pas avare en couple même à 2000 tours par minute. Le brouhaha est là, et en ajoute une bonne louche lorsqu'on passe la barre des 6000 tours par minute, avec une poussée franche accompagnée par une musique profonde mais sans petits sifflements comme chez la concurrence anglaise. Pour les moments plus dynamiques, on apprécie la rigidité du cadre et la sensation de légèreté au guidon. Vive et réactive, la MT-09 est très joueuse. Seule sa suspension arrière, un poil trop souple et contrariante lorsqu'on rencontre une compression ou comme ici des routes souvent très bosselées. Nul doute que Yamaha va nous proposer une version SP pour pallier ceci. L'autre agréable découverte est le freinage puissant et malgré tout très progressif depuis la prise du levier jusqu'à l'arrêt. Finalement cette machine semble capable de tout, de la balade bucolique à la bagarre sur circuit. Cela faisait longtemps qu'un tel sentiment de polyvalence n'était pas apparu sur l'essai d'une nouveauté. Plus légère, plus puissante et coupleuse que la FZ8, la MT-09 offre aussi la même garde au sol que la R6, 51 degrés d'angle, d'après Yamaha, un véritable jouet. Reste la question de la consommation avec un tel joujou parce qu'avec 14 litres, on est en dessous des autres roadsters. On comptait 6 litres au 100 sur le plein qu'on a fait pour une conduite variée
et en passant la réserve vers 190 km, ce qui est finalement assez rassurant pour un usage courant. On voulait un niveau de performance, on voulait une compacité, on voulait une légèreté et tout de même du muscle. Et finalement, le 850, la cylindrée définitive est ce qu'on a su en dernier. Force est de constater que cette MT-09 tranche énormément dans son approche avec le reste de la production de la marque. À la conduite, face à la concurrence anglaise, la Yamaha semble plus puissante que la Street Triple et plus légère que la Speed Triple. Ou moins puissante que celle-ci et un peu plus lourde que la première, au choix. Quoi qu'il en soit, elle propose le meilleur des deux, avec en prime une sonorité différente même si le 3 cylindres est toujours parfaitement reconnaissable. La marque est tellement enthousiaste avec sa nouvelle MT que Yamaha Motor France va lancer un Challenge 9, une sorte de championnat multidiscipline pour Gentleman Rider. Vous ne deviendrez pas le futur Lorenzo ou Rossi, mais le plaisir devrait être au rendez-vous. Quoi qu'il en soit, la démarche MT est une démarche principalement fondée sur la passion plus que sur la raison, un vrai moment de plaisir par les temps qui courent. Une jolie démarche qui sans nul doute devrait plaire. On peut hésiter avec la Triumph Street Triple 675, voire la Speed Triple 1050, ou la MV Agusta Brutal 800. De notre côté, on aime bien le moteur réactif et vigoureux, les trois modes très distincts, le freinage puissant et progressif. On aime un petit peu moins le fait qu'il n'y ait pas de filet de gaz en mode standard et A, l'amortisseur arrière trop souple, le peu de place sous la selle. On termine avec la fiche technique de la Yamaha MT-09, disponible en octobre 2013 à partir de 7 799 €, et en novembre avec l'ABS pour 8 299 €. Sa puissance est de 115 chevaux à 10 000 tours par minute, son couple de 87,5 Nm à 8500 tours par minute, le frein avant comprend deux disques de 298 mm, le frein arrière un disque de 245 mm, le pneu avant est un 120/70 17 pouces, le pneu arrière est un 180/55 17 pouces, la hauteur de selle est à 815 mm, le poids de 188 kg avec les pleins, 3 kg de plus pour l'ABS, et le réservoir de 14 litres. Parmi tous les véhicules à 3 roues accessibles avec un permis auto, le Can-Am Spyder s'est offert un beau succès en quelques années. Can-Am introduisait un drôle d'engin sur nos routes il y a 5 ans. Un véhicule à 3 roues placé en Y avec le pilote assis au centre, comme sur une moto, mais avec un train avant de voiture et une surface au sol comparable à celle d'une citadine. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'avoir son permis moto pour en prendre le guidon, un permis auto suffit. La transmission avec la boîte de vitesse séquentielle est soit manuelle, soit robotisée, comme sur notre Spyder ST. Le Spyder RS se révéla être un grand succès pour Can-Am qui lança dans la foulée le RT, dédié au grand tourisme avec de nombreux équipements et un grand espace de rangement. Entre les deux et un tarif qui allait presque du simple au double, le nouvel ST pour Sport Touring fait une jointure en termes d'équipement et de confort pour un tarif nettement plus proche du RS. RS, RT et ST bénéficient d'un châssis plus rigide et léger, d'une commande électronique d'accélérateur, de jantes de 15 pouces avec des pneus taille basse et d'un système de freinage Brembo pour les disques de 270 mm et les étriers. Le nouveau ST est un mixte entre le RS et le RT, notamment à l'avant avec une partie basse proche du premier et une partie haute proche du second. Du RS, on trouve les projecteurs ronds dans une partie noire qui tranche avec la teinte du véhicule. Le museau abrite toujours un coffre de 44 litres qui ferme à clé et peut facilement accueillir 2 casques le temps d'une balade à pied ou un petit bagage cabine pour partir en week-end. Le RT est source d'inspiration pour la partie haute avec les protège-mains efficaces, 2 grands phares sur presque toute la largeur et un grand pare-brise qui se règle en hauteur manuellement mais facilement. Sa protection en position haute est convaincante et ne génère pas de remous dans le dos. En revanche, il déforme la vision lorsqu'on regarde vers sa base. Le tableau de bord comprend un afficheur digital en couleur au centre de 2 cadrans à aiguille. Sa lisibilité est globalement satisfaisante en dehors des moments avec une forte luminosité où il manque de contraste. Pour commander les différents écrans disponibles, on le fait depuis le guidon avec le pouce gauche. L'arrière de la machine est en tout point semblable à celui du RS. Aucune bagagerie n'est présente pour surcharger la ligne. On note au passage que contrairement à une moto, le profil des pneus n'est pas arrondi puisque le Can-Am ne penche pas dans les virages. L'ergonomie de toute la gamme est comparable.
Le ST profite d'une selle large et confortable qui n'entrave pas les cuisses ni le placement des genoux. Le guidon tombe parfaitement sous les mains pour ne pas être en appui et bien sentir la direction, et les pieds sont parfaitement maintenus par les larges repose-pieds, même sans bottes spéciales. L'accueil au guidon est naturel et ne fatigue pas au fil des kilomètres. La motorisation est inchangée avec le bicylindre en V de 998 cm3 associé à une boîte de vitesse séquentielle à 5 rapports. Il n'y a pas d'embrayage avec cette boîte robotisée, mais une gâchette pour monter et descendre les rapports d'un doigt. Avec un peu d'entraînement, on peut optimiser les passages de rapports pour profiter d'une conduite plus sportive. Pour le freinage, on doit se contenter de la pédale de frein à droite qui combine les deux freins avant et arrière. Il n'y a aucun levier au guidon. Le ST permet bien entendu de profiter de la balade, nez au vent mais pas trop, avec le pare-brise qui protège correctement. On trouve aisément son rythme de croisière et toujours une certaine vivacité à la rotation de la poignée des gaz. Il y a malgré tout un effet de roulis lorsque le revêtement est irrégulier et dans les virages puisque le Spider penche vers l'extérieur comme une voiture. Les limites de la sportivité sont rapidement atteintes dans les enchaînements de virages en raison d'une électronique très présente, que ce soit l'anti-patinage en sortie de courbe comme le contrôle de stabilité lorsqu'une roue avant commence à se délester un petit peu. Le Spider ST, malgré ses lignes assez dynamiques, est une machine pour se balader en admirant le paysage et en profitant de la tiédeur du soleil ainsi que des odeurs de paysage traversés comme c'est le cas au guidon d'une moto. Le Spider ST comble un trou dans la gamme en s'inspirant de ses deux prédécesseurs, le RS pour les grandes lignes esthétiques et le RT pour le confort du pilote. Le volume de chargement est identique au RS, soit 44 litres, et comme les autres, le ST profite des améliorations apportées en 2013 sur le châssis et le freinage notamment. La boîte séquentielle robotisée évite de se préoccuper des passages de rapport si une boîte de type moto vous rebute, mais on perd en sportivité. La conduite est de toute façon contrariée par les interventions très fréquentes de l'électronique, notamment dans les enchaînements de virages. Pour ceux qui préfèrent les belles balades champêtres en profitant des somptueux paysages avec un véhicule qu'on ne croise pas à tous les coins de rue, le Spider ST saura sans doute répondre à vos attentes sans avoir besoin de passer le permis moto. À 19 499 €, le ST ne se place qu'à 2000 € de plus que le RS et surtout à 12 000 de moins que le RT, bien plus confortable mais à la vocation différente. Comme ses frères, le ST est disponible en 3 finitions, ST, STS et ST Limited. On peut hésiter avec le Can-Am Spider RS à partir de 17 499 € et c'est tout. On aime bien la position de conduite confortable, le tarif en comparaison avec le RS, la protection globale du pare-brise. On aime un peu moins la vision déformée en bas du pare-brise, l'électronique très intrusive en courbe et le réglage manuel du pare-brise. On termine avec la fiche technique du Can-Am Spider ST, disponible à partir de 19 499 €. Sa puissance est de 100 chevaux à 7500 tours par minute, son couple de 108 Nm à 5000 tours par minute. Le frein avant comprend 2 disques de 270 mm, le frein arrière un disque de 270 mm. Le pneu avant est un 165-55 15 pouces, le pneu arrière un 225-50 15 pouces, la hauteur de selle est de 737 mm, le poids de 392 kg à sec et le réservoir de 25 litres. Et voilà, c'est terminé pour ce 13e numéro de Terre d'Asphalte. On se retrouve sur la même chaîne à la même heure le 4 octobre pour les essais de la nouvelle Mazda 3, du nouveau break Opel Insignia Country Tourer et de la Suzuki S4 S-Cross. D'ici là, bonne route à tous et à bientôt.